Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Après les préparatifs, ce petit format me permet de chroniquer notre grand voyage pour lequel nous sommes partis fin août 2024. Vous savez tout de la préparation d'un tel projet. Désormais, je vais vous raconter comment ça se passe sur les routes, nos belles découvertes, mais aussi nos doutes et nos galères. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que les fêtes de fin d'année se préparent bien de votre côté. Ici, on est vraiment à milieu de penser à Noël, j'avoue. Notre uniforme quotidien, c'est toujours short, t-shirt et sandales. On a même ajouté le maillot de bain ces derniers jours, donc autant vous dire que les sapins de Noël qu'on croise ici ou là sont complètement hors de propos. Mais bon, on va pas du tout s'en plaindre, loin s'en faut. Alors, avant de commencer cette capsule, je voulais juste revenir sur ce dont je vous ai parlé la dernière fois, au sujet du voyage authentique. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter cette capsule, mais si ce n'est pas le cas, je vous y encourage chaudement, évidemment. Depuis cette dernière capsule, en fait, j'ai lu le livre Bungalow de Julien Blangras. Donc, en fait, bon, c'est un petit récit d'un homme qui est parti voyager quelques mois en Asie avec sa femme et son fils. Les pays traversés sont vraiment décrits avec une très grande justesse, je trouve. Et alors, le ton ironique de l'auteur est absolument délicieux. Je vous recommande vraiment la lecture de ce petit livre, qui s'appelle Bungalow de Julien Blangras. Et alors, dans ce livre, il y a un petit passage sur le voyage authentique. Et je voulais vous le lire parce que ça résume exactement le fond de ma pensée. J'ai un œil sur la route, l'autre sur un livre relatant un périple familial en Asie. Son auteur y déplore la fin de l'authenticité. Petite musique répandue dans les récits de voyage. On la traque de toutes ses forces, l'authenticité. On se met dans des situations pas possibles pour la dégoter, on va au fin fond de la jungle, et quand on touche au but, il s'avère que les sauvages ne sont pas sauvages comme on aimerait. Ils ont l'outrecuidance de vouloir posséder des chaussures, voire des téléphones, ruinant ainsi notre quête de pureté par procuration. Le tiers-monde, c'est plus ce que c'était. Voilà pour ce petit extrait. Je ne crois pas que j'aurais osé écrire cela sur un ton aussi sarcastique, mais en fait, je trouve que dans ces quelques mots, tout est dit. Ça résume parfaitement ma pensée, en fait. Bref, voilà qui clôture le chapitre du voyage authentique que j'ai ouvert dans les 2 dernières capsules. Jusqu'à la prochaine fois, peut-être. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 sujets qui n'ont rien à voir, ni avec le voyage authentique, d'ailleurs, ni l'un avec l'autre. Tout d'abord, un sujet assez personnel. Je voulais vous parler de mon rapport au corps, et en l'occurrence à mon corps, parce que j'ai un peu changé sur ce sujet-là après quelques semaines de voyage. En France, dans notre vie sédentaire, je me rends compte finalement que mon corps ne me sert pas à grand-chose. Je fais du sport 1 fois par semaine, je suis en bonne santé, mais pour le reste, je travaille à la maison, je me déplace en voiture pour l'essentiel, rien de bien folichon. À côté de ça, je suis très gourmande et j'ai une certaine tendance à l'embonpoint. Donc, quand je choisis une tenue, je le fais rarement par plaisir, mais plutôt en pensant à ce que ça va donner, ce que vont en penser les autres. Bon, je me rends compte que c'est assez triste, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Eh bien, ce voyage est en train de tout faire voler en éclats. Quand on a commencé sérieusement les préparatifs, environ 1 an avant le départ, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je sois en meilleure forme physique pour l'année de voyage. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans la capsule numéro 2. Un voyage au long cours, c'est fatigant, aussi bien moralement que physiquement. Il faut être en forme pour faire toutes les visites, pour monter tous les escaliers, pour accéder au plus beau point de vue, pour faire des activités genre kayak, vélo, pour porter les sacs, pour supporter la chaleur, les nuits qui sont moins confortables que dans notre petit lit douillet, etc., etc. Finalement, un voyage au long cours, c'est quand même assez sportif. Et dans le même temps, on s'en fiche un peu de à quoi on ressemble. On tourne avec 4 t-shirts, et en fait, même souvent un peu moins parce que on a nos préférés. Moi, je porte quasiment tous les jours les mêmes shorts, donc le choix de la tenue le matin, c'est très vite fait. Du coup, depuis le début de voyage, je ne fais plus attention à moi dans l'idée de comment je vais être perçue. Je fais attention à moi parce que j'ai encore un paquet de kilomètres à avaler et quelques montagnes à gravir. Parce que oui, les plus beaux points de vue sont toujours en hauteur et qu'ils se méritent. Je fais attention à moi parce que si mes jambes ne me portent plus, je serais bien embêtée. Bref, je considère mon corps comme un outil absolument nécessaire à la concrétisation de mes projets les plus fous. Il est devenu mon ami, mon meilleur allié. Les voyageurs qui se plaignent d'avoir perdu du cardio après quelques mois sans sport ne sont pas rares.
Mais nous, qui ne sommes pas des grands sportifs habituellement, on est plutôt en meilleure forme physique depuis qu'on est en voyage. Alors j'espère vraiment trouver la motivation nécessaire au retour pour continuer à bouger chaque jour sans devoir faire une séance de sport à tout prix. Parce que moi, je déteste courir, je déteste faire du sport pour faire du sport. J'aime jouer, j'aime me balader, j'aime monter à des viewpoints. Et depuis le début du voyage, je me suis découvert une nouvelle passion pour le vélo. Franchement, c'est génial le vélo. Bien plus rapide qu'à pied et suffisamment lent pour profiter du paysage. À la maison, on n'en fait que rarement parce que la route pour sortir de chez nous est assez dangereuse. Mais quand je vois les circonstances dans lesquelles on a roulé ici, je me dis que c'est peut-être un faux argument. Bref, c'est un changement que j'ai constaté chez moi depuis quelques semaines. À voir si ce nouvel état d'esprit par rapport à mes capacités physiques perdurera dans le temps. Pour le moment, en tout cas, c'est tout bénef. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est celui du rythme du voyage. Alors, il y a plein de choses à dire à ce sujet, et je vais essayer de vous transmettre ma réflexion et notre expérience le plus clairement possible. Donc, cela fait un peu plus de 3 mois que nous sommes sur les routes, et nous avons déjà visité 5 pays, plus une escale à Kuala Lumpur. Donc, c'est un 6e pays, parce qu'on a fait une escale de 6 jours, mais je ne peux quand même pas décemment dire que nous avons visité la Malaisie en ayant passé seulement 6 jours dans la capitale. Cela dit, en 3 mois, c'est bien 6 tampons que nous avons ajoutés sur notre passeport, et au moment où vous écoutez cette capsule, nous sommes dans notre 7e pays. Alors quand on prépare un tour du monde, on se demande toujours combien de temps passer dans chaque pays pour essayer de définir un itinéraire. Et dans les différentes communautés de voyageurs, on tombe inévitablement sur des commentaires du style « Vous prévoyez beaucoup trop de pays, vous allez trop vite, un voyage n'est pas des vacances, vous ne tiendrez pas le rythme, etc. » Et comme souvent, je trouve que ces remarques nécessitent de la nuance. Parce qu'en fait, quand on se prend ça un peu comme ça, ce genre de remarques, un peu moralisatrices quand même, ça agace, je trouve. Alors, si on prend notre exemple, 3 mois, 6 pays, ça fait en moyenne 2 semaines par pays. C'est très court. Alors, quand on voit ça, c'est sûr, on a vite fait de penser qu'on va trop vite et qu'on passe à côté de la vraie expérience du voyage au long cours, qu'on ne s'immerge pas assez dans la culture, parmi la population, etc. Bon, vous vous en doutez, je ne suis pas d'accord avec ça. Depuis le début, nous avons construit notre itinéraire pour qu'il soit cohérent en termes de trajet. Et pour nous, ça n'a pas vraiment de sens de se dire qu'on va visiter un pays de fond en comble. On le sait très bien qu'en ayant passé 2 semaines dans le nord de la Thaïlande, d'une part, on n'a pas tout vu dans cette région du pays, et d'autre part, on n'a visité qu'un tout petit bout de ce très grand pays. Et alors, c'est grave, docteur? Est-ce qu'on est obligé de visiter toutes les régions d'un pays dès qu'on en passe la frontière? Bien sûr que non. Nous, on a fait le choix de ne visiter que le nord de la Thaïlande, pour ensuite passer au nord du Laos, puis au nord du Vietnam. Nous n'avons donc pas non plus visité le sud du Laos. Aïe, 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 que vont dire les bien-pensants du voyage au long cours et du slow travel? Que c'est une grave erreur, certainement. Mais pour nous, dans notre voyage, il nous a semblé plus cohérent de passer d'un pays à l'autre par le nord, de longer ensuite la côte du Vietnam jusqu'au sud, et ensuite de repiquer vers l'ouest en passant vers le Cambodge et jusqu'à Bangkok, où nous avions un vol vers la destination suivante. On a donc fait une boucle dans ces 4 pays d'Asie du Sud-Est, et en termes de transport, de trajet, cela nous a semblé une très bonne idée. Alors d'un autre côté, évidemment, je regrette un peu de ne pas avoir visité le sud du Laos, qui nous aurait beaucoup plu, je pense. Et je regrette également de ne pas avoir pu passer plus de temps au Vietnam. Pas si parfait comme itinéraire finalement. Donc c'est vrai que ce n'est pas si parfait, mais à refaire, je pense qu'on choisirait les mêmes options. On n'a pas voulu prolonger le Vietnam parce qu'on voulait avoir du temps au Cambodge. On n'a pas du tout visité le sud de la Thaïlande parce qu'on s'est dit qu'on pourrait facilement y revenir si on en avait l'envie. Et on a évité au mieux la saison des pluies qui, quand même, cette année, fait des dégâts dans cette partie du monde. On a fait tout ce trajet par voie terrestre, entre le nord de la Thaïlande, le nord du Laos, le nord du Vietnam, toute la descente du Vietnam, puis ensuite le Cambodge. On a tout fait par voie terrestre. D'une part, ça nous donne bonne conscience, au vu de notre empreinte carbone de l'année. Et d'autre part, ça nous a permis de traverser beaucoup de paysages différents dans la route. Et surtout, cela nous a permis, à chaque changement de pays, de redonner un élan dans notre voyage au sein de la famille. Alors, ce dernier point n'était pas du tout conscientisé chez nous jusqu'à il y a peu, mais je l'ai vraiment remarqué quand on est entré au Vietnam. Ça faisait 3 semaines qu'on était au Laos, dont 2 passées avec mes parents. Et je crois que je vous l'ai dit dans une précédente capsule, ou alors sur Insta, je ne sais plus, le Laos, c'est pas un pays facile à visiter. Les transports sont parfois épiques et le confort n'est pas toujours au rendez-vous. Du coup, 3 semaines comme ça, c'est déjà pas mal. Et quand mes parents sont repartis, on s'est retrouvés de nouveau juste nous 4.
Et il a fallu alors retrouver un équilibre entre les visites, le travail, l'école, la logistique, toutes ces choses un peu moins fun qu'on avait un peu mises en stand-by pendant que papy et mamie étaient là. Eh bien, le fait de changer de pays et de découvrir un nouvel univers à ce moment-là, ça nous a fait beaucoup de bien. Mais avec le recul, on a ressenti la même chose après les 2 semaines dans le nord de la Thaïlande. J'étais un peu mitigée sur notre passage dans ce pays, et le fait d'entrer au Laos, ça m'a donné un nouveau souffle. Bref, chaque fois, quand on change de pays, ça nous relance dans une nouvelle dynamique, et ça fait beaucoup de bien aux enfants. Ça réveille leur curiosité aussi, je trouve, et leur intérêt pour ce qu'on visite. Donc en résumé, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de construire votre itinéraire comme vous le sentez. Prenez en compte les remarques de ceux qui ont déjà fait un tel voyage, mais pas trop non plus. Personnellement, les conseils du genre un mois, un pays ne me semblent pas très pertinents. Seulement, soyez quand même prêts à faire des concessions sur les lieux à visiter et les expériences à vivre. Car même en long voyage, on doit mettre une croix sur de nombreux incontournables. Bref, écoutez-vous et faites comme vous en avez envie, tout en gardant à l'esprit qu'en effet, un voyage, ce n'est pas les vacances. Pendant un long voyage, c'est impossible de tenir un rythme de visite qu'on a sur 2 semaines de vacances. Nombreux sont ceux qui pensent à un an de vacances, le rêve, ils en ont de la chance. Ben ne rêvez pas, c'est pas du tout ce qu'on vit. On passe un temps infini à organiser les différentes étapes du voyage, à faire l'école, à défaire et refaire nos sacs, à travailler en ce qui me concerne, à gérer les lessives, les courses, surveiller le budget, sans compter qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Alors, on s'aime, et du temps ensemble, c'est ce qu'on est venu chercher. Mais faire des choses par soi-même, avoir une vie sociale, chacun de son côté, que ce soit au travail, au sport, avec les amis, là, c'est une soupape qu'on ne peut pas s'offrir beaucoup pendant cette année. Et bien sûr, il faut gérer les enfants et leurs états d'âme. Les nôtres sont assez grands et s'entendent globalement très bien, donc je ne vais pas trop me plaindre à ce sujet, mais je sais que c'est différent dans d'autres familles. Bref, la vie quotidienne en voyage, elle est bien remplie, et en plus de ça, on est régulièrement dans des conditions peu confortables. On est fatigué parce qu'aucun lit n'est aussi confortable que celui de la maison, parce qu'on est le plus souvent 4 dans la même chambre, parce qu'il fait chaud, etc. Donc, loin de moi l'idée de me plaindre, parce que moi, je m'épanouis parfaitement dans cette vie, mais il faut en avoir conscience quand on se lance dans un tel projet. Et il faut avoir conscience que tous ces à côté prennent un temps considérable, une énergie considérable. Pendant que vous faites ça, vous ne visitez rien. Donc, c'est à prendre en compte quand vous préparez votre itinéraire. Depuis 3 mois, nous, je pense qu'on est à 3 journées complètement off, c'est-à-dire sans visite. C'est très peu. On en a d'ailleurs fait la remarque. Mais en fait, dès le début, on a adopté un rythme de voyageur et pas de vacancier. C'est-à-dire qu'on fait des demi-journées de visite. Nos journées complètes de vadrouille sont vraiment très rares. Le plus souvent, on décolle tard, dans la matinée, ou à l'inverse, si c'est le matin qu'on doit sortir, on se garde l'essentiel de l'après-midi tranquille. Enfin, tranquille, vous avez compris ce qu'on fait pendant ce temps. J'ai fait un petit calcul quand même pour en avoir le cœur net. Donc, depuis le début du voyage, on a fait 108 nuits. Sur ces 108, on en a passé 15 en transit, donc soit en bus, soit dans un hôtel sur la route, dans une ville qu'on n'a pas visitée. On a passé les 93 autres nuits dans 34 lieux différents, ce qui fait en moyenne 2,75 nuits par endroit. On m'aurait demandé à la louche, j'aurais dit en moyenne 3 nuits par endroit, donc j'étais pas trop loin. Et en fait, même dans les endroits où il n'y a pas full de choses à visiter, on reste au moins 2 nuits. C'est-à-dire entre 2 et 3 jours finalement sur place. Donc dès qu'il y a un petit peu plus à visiter, notre minimum c'est 4 nuits. Voilà un peu mon retour d'expérience concernant le rythme du voyage après 3 mois en Asie, que ce soit en termes de temps à passer dans un pays et du rythme quotidien des visites. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que votre avis sur le sujet m'intéresse beaucoup, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Parce que bien sûr, il n'y a pas une seule façon d'envisager un voyage au long cours, on a tous des envies et des ressentis différents. L'important, c'est de faire ce qui nous plaît à nous. Pour clôturer cette capsule, je voulais vous donner quelques nouvelles de la famille, et elles sont plutôt bonnes. Tout le monde va super bien. Le Vietnam nous a beaucoup plu à tous, tout comme nos 2 semaines au Cambodge. Et dans ces 2 pays, on a eu un éventail d'activités vraiment très différentes. Donc c'était super chouette. On a fait des visites historiques, des visites culturelles, des visites plus sportives dans des paysages grandioses. On a retrouvé la mer et des décors paradisiaques. Franchement, cette diversité, c'est juste canon parce que tout le monde y trouve son compte. Si t'es pas en même temps, au moins c'est chacun son tour. Donc c'est vraiment très plaisant. Depuis les vacances de la Toussaint, pendant lesquelles on avait arrêté l'école, c'est un peu galère de s'y remettre. J'ai l'impression qu'on n'avance pas beaucoup. Et là, une nouvelle période de vacances s'annonce avec une autre partie de la famille qui nous rejoint pour les fêtes. J'ai trouvé que cette période-là est passée vraiment très vite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais faire une capsule pas trop longue. Et j'ai quand même tenu mon pari.
Merci à tous ceux qui ont écouté et au plaisir de discuter avec vous sur les réseaux en attendant le prochain épisode. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches et rendez-vous en 2025. Ciao! Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le Monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!